Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Soyez les bienvenus dans La Victoire est en elle. Je suis ravi de vous retrouver avec encore une très belle émission dont voici le sommaire. Elle s'appelle Karine Joly, elle est championne du monde de parachutisme en free fly avec son compagnon Greg Rosier. Ils partagent la même passion de la chute libre depuis des années, ils ne sont pas prêts de s'arrêter, ils sont tous les deux là en plateau. La dirigeante de la semaine est une championne elle aussi, mais de ski nautique. Brigitte Letem est aujourd'hui à la tête de 2 écoles à Saint-Martin et en Savoie. Elle vous dira tout. Soyez les bienvenus. C'est un vrai bonheur de vous retrouver comme toutes les semaines avec une grande championne. Bonjour Karine. Bonsoir. J'aime bien cette tenue. C'est le maillot, enfin c'est la veste de l'équipe de France. Et j'adore cette médaille parce que je voudrais vraiment que notre réalisateur vous montre cette médaille parce que c'est quand même, j'imagine, une immense fierté. Avec ton compagnon Greg, salut Greg d'ailleurs. Vous êtes champion du monde de parachutisme. Tout à fait. De free fly. Vous allez tout nous dire. Champion du monde en 2018, c'est tous les 2 ans, sauf que 2020, il n'y a pas eu. Donc vous êtes champion du monde pour 3 ans. La classe à Vegas. Parfait. Salut Greg. Enchanté, bonsoir. Est-ce que ça fait longtemps que vous sautez ensemble tous les deux? Ça fait un paquet de temps. On a commencé à sauter ensemble en 2007. Ah oui. Et vous avez quel âge tous les deux? On a 39 ans. On vient juste d'avoir 39 ans. Donc vous étiez des tout jeunes Pas les parachutistes. questions, et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Ou il y en a un qui a amené l'autre au parachutisme? Non, on s'est rencontrés tous les deux déjà pratiquants sportifs et on s'est rencontrés dans un Pilatus, dans un centre de saut. Ah oui, Pilatus, c'est le fameux avion qui monte très vite et qui redescend très vite. Ouais. Ce qui est très pratique pour pouvoir monter en économisant un peu de kérosène des parachutistes à des destinations plutôt élevées. Alors, moi, je suis ravi de vous avoir parce que d'abord, j'ai pratiqué un peu et je trouve que c'est une discipline qui est merveilleuse. Mais il y a plein de catégories dans le parachutisme. Qu'est-ce que vous faites, vous, Karine, exactement? Alors nous, on est dans les disciplines artistiques et notre discipline s'appelle le free fly. Le free fly, en fait, consiste à avoir 2 performeurs à l'écran et un vidéoman qui fait tout autant partie de l'équipe, même si on ne le voit pas parce que forcément, il faut bien que quelqu'un cadre tout ça. Donc on est une équipe de 3 personnes et on présente un saut libre un peu semblable au patinage, en fait. On a un saut libre artistique. Les images sont exceptionnelles. Qu'on répète 5 fois et on a aussi 2 sauts de figures imposées. Ouais. Qu'on peut préparer à l'avance parce que ce serait trop difficile de découvrir. Comme les patineurs, hein, en fait. Hein. Il y a et du libre et de l'imposé. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment semblable. Vous sautez de quelle altitude? Alors, en général, c'est 4000 mètres. Ouais. Et on a à peu près... Donc, nous, sur les compétitions, on était notés sur 45 secondes de chute libre. Donc, il y a un chronomètre qui se met en place dès qu'on quitte l'avion et qui fige l'image au bout de 45 secondes. Donc, c'est à nous de bien s'organiser, de bien connaître notre tempo et notre rythme pour pouvoir terminer dans les temps et apporter le final du saut avant que l'image se fige. Pourtant, là, tu es toute seule, là, sur l'image? Alors ça, c'est Greg qu'on voit, qui s'amuse à faire... Ah, c'est pour s'amuser, là, Greg? Oui, c'est un saut de détente. Ouais. Alors, moi, je me dis une chose. Nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes champion du monde, vous êtes un couple, vous vivez ensemble, vous êtes les meilleurs performeurs au monde en free fly. Greg, ça peut créer des tensions? Alors, parce qu'il suffit qu'il y ait un bras qui soit un peu trop comme ça et vous n'êtes pas champion du monde ou pas champion de je ne sais quoi. Non, c'est super difficile. C'est une très très bonne question. En fait, je pense que les trois qui sont sur le podium, les 3 équipes sont sur le podium. C'est 3 couples? Elles sont toutes capables de gagner. Non. Ah, pardon, d'accord, vas-y. Ouais. Alors c'est très rare. Je pense qu'on est les rares à avoir fait ça en couple. Il y a une autre équipe en 2012 aussi qui a fait ça en couple. Mais les gens sont pas fous. Normalement, ils font ça avec des corps similaires. Donc souvent, c'est d'ailleurs souvent 2 garçons. Parce qu'en fait, s'il y en a un qui est plus grand ou plus petit ou plus lourd, c'est des difficultés énormes de calage. Donc faire ça, nous, vous êtes un couple mixte, mais vous auriez pu être 2 garçons ou 2 filles. Tout à fait. Oui. Donc on est les rares à être garçon-fille et en plus à pas avoir eu les mêmes, forcément les mêmes formes de corps et les mêmes façons de voler. Donc ça a été d'autant plus d'années de calage, mais d'autant plus de plaisir d'y arriver quand même, quoi. C'est vrai, ça doit bien être une pression incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je me souviendrai toujours la dernière montée d'avion pendant le championnat du monde. Donc avant ce titre et cette médaille en 2018. Exactement. La dernière montée, je me souviens, en fait, il y avait tellement de pression à gérer à chaque saut. Donc nous, c'est 7 sauts. 7e saut, on monte et je me dis... Attends, c'est 7 sauts. Attends, juste pour bien comprendre, oui. C'est 7 sauts et les 7 sauts sont pris en compte ou ils gardent le meilleur? Ah non, les 7 sauts sont notés individuellement. Ah ouais. Et après, donc c'est une association de points
sur 7 sauts, on fait le total et ouais, Tout à fait. Donc là, vous aviez fait si 6, on en rate là on un, arrive pour le 7e. Voilà, si on en rate un, en fait, ça peut complètement faire basculer la compétition. Donc il faut vraiment être régulier. C'est pour ça qu'on a beaucoup de préparation avant, beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement pour être prêt et arriver à sortir systématiquement un saut qui marche. Parce que les 7 sauts sont les mêmes? Non, donc il y a 5 sauts qui sont identiques, plus ou moins identiques, où on présente en fait notre saut libre. Oui. Donc notre bébé, en fait, notre présentation, et les 2 fameux sauts d'imposé, de figure imposée. Donc là, quand on arrive au 7e saut, c'est le dernier libre, et la pression dans l'avion... Que vous aviez déjà fait 4 fois? Oui. Oui. D'accord. Et je me souviens très bien de me dire, mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, là. C'était vraiment un poids dans le ventre, j'en pouvais plus, parce qu'en fait, on était vraiment... on se bataillait avec la 2e équipe, et c'était vraiment... il fallait qu'on fasse une compétition vraiment propre jusqu'au bout. Donc il fallait rien lâcher jusqu'au dernier saut. Avant le 7e saut, vous êtes combien? Vous êtes combienième? On est premier, mais justement, on est premier, ouais, mais mais suivi de près. Donc il faut vraiment assurer jusqu'au bout, pas d'erreur. C'était quel avion? Quel type d'avion? C'était un Cessna Caravan, qui est beaucoup utilisé dans le monde pour les compétitions, justement. Donc c'était un gros ou un petit? Je sais pas. Oui, c'est capacité 16 personnes. 16, et donc 16 là, digits. quand ils vous montrent pour le dernier saut qui va adjuger le binôme champion du monde, il y a les autres aussi ou vous êtes seul? Oui, il y a tout le monde dans l'avion. C'est l'enfer sur oui, Terre. Oui. Wow. Donc ça veut dire que dans l'avion, il y a les 8 binômes. Et il y en a combien qui pouvaient être champions du monde? Tout le monde. Enfin, les 3 équipes. Grosso modo? Surtout les deux premières équipes. Bon, les 3, non, les équipes qui sont sur le podium. En fait, non, mais faut être quand même honnête, parce que tout le monde s'est tellement entraîné qu'il n'y a quasiment plus d'erreurs à ce niveau-là, mais que ce soit l'équipe 1 ou 2 à ce moment-là, si les 2 équipes explosent leur saut, le numéro 3 devient champion du monde. Oui, c'est vrai. En fait, tout peut se passer sur ce dernier saut. Tout est possible jusqu'à la fin, c'est ça qui est horrible en fait. L'ascension du sol jusqu'à 4000 mètres, c'est combien de temps? En général, c'est à peu près un quart d'heure. Ouais. Ah, il est long ce quart d'heure, je comprends, c'est ça dont tu parlais. Il est long, il faut bien l'utiliser surtout. Parce qu'il s'en passe des choses dans la tête. Et là, le fait d'être un couple, ça aide? Ah ben, pour moi, en tout cas, c'est clair que c'est une force supplémentaire parce qu'on est vraiment dans une bulle, on est l'un avec l'autre. Mais cette bulle aussi inclut notre vidéoman et c'est vrai que c'était chouette parce que sur cette compétition-là, particulièrement, on a vraiment réussi à créer une osmose tous les 3 et ça a vraiment bien collé et je pense qu'on a réussi du coup à le transcrire dans le vol. Le vidéoman, s'il fait lui une erreur, qui filme mal ou... C'est la catastrophe. Vous êtes pénalisé? Complètement. Ah ouais. C'est un membre... Donc c'est pas que vous et vos mouvements artistiques, il faut que, et on l'a vu à un moment sur les images où il fait une espèce de looping ou je sais pas comment on appelle ça, si lui il se foire... C'est fini. C'est pour ça que la prise de risque, elle est énorme, d'inclure beaucoup de mouvements caméra. Les Russes font pas ce choix-là. C'est peut-être une sécurité, ils font beaucoup, le caméraman ne fait que tourner autour. Et nous, les Français, on aime bien inclure justement ce vidéoman. Là, ce qu'on vient de voir là. Et c'est très dangereux, voilà. Quand il fait des tonneaux, le vidéoman, ou quand il passe dessus, dessous, là, il passe au-dessus, il fait marche arrière, il revient en dessous. C'est objet à décadrer hyper facilement. C'est des prises de risque énormes de faire des mouvements en plus. Mais c'est ce qui fait que nous, les Français, on appelle ça vraiment du vol à 3, parce qu'on l'implique complètement dans notre vol. Et moi, ce que j'aime bien prendre comme exemple, comme métaphore, c'est pour nous, le vidéoman, c'est comme un batteur dans un groupe. S'il fait n'importe quoi ou s'il n'est pas là, on ne peut rien faire. Oui, sauf qu'un batteur, il donne le rythme. Est-ce que c'est lui qui donne le début de chaque nouvelle ou il vous suit? Eh bien, il faut qu'on l'attende. S'il n'est pas là, on attend. On a des clés tous les 3, on a des repères. En fait, on a un tempo. À force de répéter le saut, on a tous les 3 le bon tempo et on a des moments clés où on se rejoint en fait d'un coup d'œil. On sait qu'il faut qu'on attende un microseconde avant d'envoyer le mouvement qui soit placé à un certain endroit. Donc en fait, c'est vraiment un triangle en permanence. Et vous êtes souvent en contact, vous, avec la main? Oui. Est-ce qu'on se donne des signaux? On s'en sert aussi pour se donner des signaux, des fois. 6000 sauts, tu as, c'est ça? 6000, un peu plus, oui. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé tard. J'ai fait mon tandem à 18 ans et puis j'ai dû attendre d'avoir 23 ans pour commencer mon apprentissage solo. Ok, 18 ans, il y a longtemps que tu voulais faire ce fameux saut en tandem? Alors non, pas forcément. En fait, moi j'étais un peu casse-cou depuis petite. Et c'est vrai que j'aimais bien tout ce qui était lié à la vitesse. Je faisais pas mal de ski.
Et puis on voyageait beaucoup avec mes parents. C'est vrai que j'étais toujours collée au hublot. J'étais fascinée par le ciel. Donc quand j'ai su qu'on pouvait aller vite en étant dans le ciel, Je comprends tellement. j'ai voulu Ça me parle essayer. tellement. Et c'est ma marraine qui m'a offert ça pour mes 18 ans. Et là, tu t'es dit quoi ce jour-là? Donc en tandem, on est accroché avec un... T'es accroché derrière quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un derrière toi. Avec un moniteur dans le dos, exactement. J'étais ravie et en fait, la chute libre m'a complètement conquise. Et quand je me suis posée, je me souviens très bien de courir vers ma famille qui m'avait accompagnée. Ils étaient tous là, c'était super. Et de dire à mes parents, mais c'est incroyable, mais il faut que tout ce que vous essayez, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mais bon, Et là, j'étais déjà... Et ils m'ont dit, bah écoute, tu vas faire tes études et puis tu feras ce que tu veux après. Oui. C'est ce que j'ai fait du coup. Ça coûte cher? Alors oui, c'est un budget quand même d'apprendre à sauter en parachute. Mais finalement, en fait, souvent, on prend cet exemple avec Greg. On a beaucoup d'amis qui nous disent « Ah, j'aimerais beaucoup sauter en parachute, mais bon, ça coûte cher, je ne peux pas le faire. » Oui, mais en fait, ça dépend à quel point on a envie de le faire. Parce que sortir en boîte de nuit et puis acheter des bouteilles, finalement... Rapidement, on peut arriver au budget forfait de 10 sauts, ça coûte combien? Pour apprendre à sauter. Alors, des sauts, là, en France, on est à peu près sur du 28 €, je dirais. 28 €, un saut à 3005. À 4000 mètres. À 4000 mètres. Quand on a son équipement. Après, on peut louer. Dans beaucoup de centres, il y a la possibilité de louer son sac si on n'a pas son propre équipement. Et, sac avec le parachute, je précise. Oui. Oui. Non, toi, ça te paraît évident, mais avec deux pas pour tout le parachutes, monde. même, deux pour le Oui, courir. bien sûr. Et un appareil de sécurité. Donc, oui, non, finalement, c'est finalement assez accessible. C'est juste que la formation peut coûter cher. Je ne sais pas, c'est dans les à peu près 1200, 1500 €. Oui. Ça Mais une fois que tu es formé, après, c'est 28 € le saut. Voilà. Toi, tu as commencé à quel âge? À Donc, 16 toi, ans. 18 ans. Hein. Après, tu fais tes études et à partir de 23 ans, tu te mets à sauter véritablement. Exactement. Et toi? Alors moi, j'ai commencé à 16 ans. Mon père faisait de l'avion et de l'aviation civile, les petits DR400, les petits Cessna. Et un jour, on va se poser sur un aéroclub qui faisait aussi du parachutisme. Je devais avoir 7-8 ans et j'ai vu des voiles en l'air, mais j'ai pas compris ce que les mecs faisaient avant d'ouvrir leurs voiles. J'étais trop petit. Ouais. Et à 11-12 ans, il y a eu toute cette rafale de films hollywoodiens, l'enchaînement de tous les Point Break, les Drop Zone, les Terminal Velocity, enfin tous ces films-là, Ouais. où on voyait justement des scènes de chute absolument fantastiques. Et là, je me suis dit, ah d'accord, ils font ça les mecs avant d'ouvrir leur voile. Donc je me suis dit, dès que j'ai l'âge, je veux le faire. Et c'était 16 ans. Et le paraclub à côté de chez moi, c'était Saint-Galmier, parce que je suis né à Saint-Étienne. Donc voilà, dès que j'ai eu l'âge, je suis parti faire ça. Et ensuite, t'as enchaîné? C'était la révélation. Ça me faisait très peur au début, mais je me suis dit, bon, c'est normal, c'est pour les durs. Et du coup, oui, alors j'en ai fait tout le temps. Mon père cautionnait pas du tout, parce que lui faisait avion et montgolfière, à un très bon niveau d'ailleurs, mais pour lui, ça n'avait pas de sens de quitter l'avion. Donc j'étais l'érudit complet de la famille à vouloir faire ça. Et donc du coup, il cautionnait pas. Comme à cet âge-là, on n'a pas d'argent pour se payer soi-même les sauts, même si on fait un peu de babysitting ou trucs comme ça, je pouvais pas faire beaucoup de sauts. Je faisais une vingtaine de sauts par an, mais grand max. Donc j'ai attendu de commencer à travailler et puis de faire un peu d'argent pour m'y mettre vraiment, quoi. Et donc vous vous rencontrez dans un centre? Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, vous sautez ensemble ou même pas? Non. On a sympathisé, mais en fait, au départ, Ah oui, on n'a peut-être même pas sauté ensemble, c'est juste Non, vu un on n'a premier pas sauté week-end. ensemble, non. Parce que moi j'étais avec Hugo, Ouais. on faisait des sauts. Toi tu sautais juste toute seule, tu connais Ouais, ça. Sorti ton plus beau regard? Ouais, mais elle m'a intrigué dès le début. Non, parce que je ne savais pas d'où elle venait. Moi, je passais pas souvent, c'était à Lyon, et je passais pas souvent à Lyon, mais je connaissais quand même à peu près tout le monde. Elle, je me suis dit, tiens, elle débarque d'où? Une grande blonde et tout. Et donc voilà, ça m'intriguait. Puis elle dégageait une énergie spéciale déjà. Alors moi, j'ai appris aux États-Unis, donc c'est vrai que là, j'étais de passage à Lyon, Oui. là où j'ai grandi. Et du coup, c'était vraiment le hasard que j'aille sauter là-bas, en fait. Vous aviez combien de sauts en commun aujourd'hui? Sur les 6200, tu en as fait combien avec lui? Un paquet. Au moins 4000, parce qu'on Ouais, a fait je pense. 2800, on a 3000 sauts d'entraînement. On a fait 4000 sauts Oui, c'est ensemble. ça, on en doit avoir. C'est énorme. 4000 sauts ensemble. On se connaît par cœur en l'air. Vous savez par cœur partout, surtout. Oui. J'allais dire au sol aussi. Tu m'inquiètes. Alors, en 2008, vous avez fondé Airwax Freefly, c'est le nom de votre équipe. 2011, vous devenez membre titulaire de l'équipe de France. Donc, déjà ensemble. Hein. Oui. Moi j'ai une question, parce que moi, je me souviens quand j'ai sauté ou quand je voyais des gens sauter, c'était à Bergerac, qui était un grand centre français à l'époque.
Je me souviens qu'il y avait des figures, pas que à 2, il y en avait à 2, à 4, à 8, à 16, à 32. Est-ce que vous, c'est une option? Ou c'est vous, c'est 2, on n'est que tous les deux et point final? Alors en fait, le free fly, à la base, c'est pas une discipline qui est que à 2, c'est en compétition qu'elle se pratique à 2 plus vidéoman, donc à 3. Oui. Mais en fait, dans les drop zones actuelles, ce qu'on appelle le free fly, c'est juste le fait de sauter dans les 3 dimensions, c'est-à-dire utiliser son corps en se mettant la tête à l'envers, en étant assis, en fait, vraiment en utilisant toutes les postures possibles et imaginables en chute libre. Donc nous, souvent, on se retrouve à encadrer des groupes pour des sauts en plaisir, où on peut prendre des groupes, je ne sais pas, jusqu'à capacité max de l'avion, par exemple, et on va s'amuser à préparer un saut où on va dire, OK, on sort de l'avion, on prépare, on place tout le monde à la porte, et on part sur un saut qui va être plus ou moins de l'angle. Ensuite, on peut remonter, passer en chute assis, donc tête en haut. Oui. Ensuite, on peut dire, on fait une clé, puis on bascule tous tête en bas, et puis on va se mettre à tourner comme des satellites. Enfin, tout est possible. Donc c'est vraiment une discipline qui est géniale pour ça, c'est que c'est la liberté totale. Karine, Greg, vous êtes champion du monde en titre, on peut rêver de quoi de mieux? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. On peut rêver de pratiquer le plus possible. Ou de rester champion du monde? Parce que les championnats du monde de 2000 ont été reportés à 2021. Ils auront lieu où? En Russie. Vous y serez? Eh bien, c'était une grande question. Le problème qui se pose, c'est que notre vidéoman, lui, il veut vraiment s'arrêter. Il a une autre carrière qui l'attend. Il est responsable d'un simulateur de chute libre maintenant. Donc, il veut faire ça à plein temps. Et c'était la grande question. Est-ce qu'on va former encore un nouveau vidéoman? Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est très difficile. Il faut créer ces liens justement de confiance. Et beaucoup de gens nous ont... c'est des centaines de sauts. Des centaines. Et on nous l'a presque déconseillé à ce niveau-là, parce que autant se repréparer peut-être juste un mois avant la compétition et repartir tous les 3, que repartir avec quelqu'un de nouveau qui peut-être au niveau même du stress peut craquer le jour de la compétition. Comment il s'appelle? C'est Baptiste Welch. Baptiste. Il faut pas quand même compromettre un nouveau titre de champion du monde. C'est pas ton centre, mais un mois, c'est quoi? C'est rien, quoi. Et les 2 médailles, vous vous souvenez, il connaît la photo de Michael Phelps avec toutes les médailles alignées? Oui, ce serait ça. Pourquoi pas? Parce que les autres, ils sont loin derrière vous, donc? Non. Ou ça se joue vraiment à des détails? Non, ça se joue à des détails. En fait, ça se joue même, j'ai envie de dire, là, pour le dernier championnat du monde, en tout cas, ça se jouait vraiment à la pression, en fait. Qui allait craquer, qui allait laisser la pression prendre le dessus sur ses performances. Et c'est pour ça que j'ai été d'autant plus fière de nous, parce que c'était la première fois qu'on arrivait à tous les 3, donc, à gérer notre stress aussi bien. Toutes les autres compétitions qu'on a pu faire avant, il y a eu toujours un moment où il y en a un qui a craqué. Ok, qui? Ça tourne. Non, mais c'est vrai. On a qui tous craque eu le plus? Qui craque le plus? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait des catastrophes en 2015, trop d'énergie. Il faut apprendre en fait à se connaître pour savoir s'il faut en mettre un peu plus ou un peu moins. Il faut se connaître par cœur en fait. Ouais. Parce que si on veut donner... Surtout qu'on est 3. Hein. En fait, mais alors, pareil, c'est très bonne remarque. Ce que je me suis surpris à dire sur des interviews il y a quelques années et que je dis souvent maintenant, c'est qu'en fait, étant 3, si on fait le saut de sa vie, si on fait vraiment une performance extraordinaire, on aura fait... Quand tu dis on, toi ou les 3? Ben, je parle de moi, par exemple. Okay. Si je fais le meilleur saut de ma vie, j'aurais fait que 33% du saut. Ouais. Donc, en fait, il faut vraiment que... C'est une équipe. Exactement. Et c'est comme un Spielberg. Il a beau avoir Brad Pitt en face, s'il est à 50 mètres de lui et qu'il bouge, ben, il n'y a rien, quoi. Il faut que tous les 3, à ce moment-là... Toutes les planètes soient connectées. Exactement. En tout cas, vous êtes champion du monde et on est ravis de vous avoir là. Vous avez fait un film avec des images assez exceptionnelles, pardon. Je vous propose de le regarder.
le son, c'est juste fascinant ce que vous avez fait. Hommage au monteur, producteur Oui. de ce petit génie qui vous a même modélisé pour ces quelques images dans l'avion ou en sortant. C'est Manu Bouvet, qui est vraiment un génie de l'édition vidéo. Humanigreen. Et ouais, sa maison d'édition, c'est Humanigreen. Et en fait, moi, je lui ai simplement donné les 3 meilleurs sauts. Donc, les 2 imposés, ça, on les a fait qu'une fois. Donc, il les a eu évidemment d'emblée. Et puis, on a sélectionné le meilleur de nos 5 libres. Et je lui ai simplement donné ces 3 sauts-là. Et je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux faire un montage, vas-y. Help yourself. Et 2 mois après, on pensait même qu'il avait oublié le truc. 2 mois après, il nous envoie ça. C'était en février. Et nous, on a des... Chair de poule. Chair de poule, on a les larmes dans les yeux. On fait, ouais, mais il a fait quoi? C'est incroyable ce montage. Et du coup, j'ai dit, écoute, il est tellement incroyable. On ne va pas le sortir n'importe quand, n'importe comment. On va attendre le 10 octobre. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait avant-hier, il y a quelques jours, parce que c'était l'anniversaire, la date à laquelle on avait gagné le titre. Je voudrais qu'on regarde les plus beaux endroits où vous avez sauté et je voudrais que vous m'en parliez. Alors juste une chose avant, Karine, quand vous êtes championne du monde, c'est en Australie. Oui. Donc un décor qui est pas mal. On voyait une baie, de la plage, la mer, la terre. Surtout qu'en fait, ils se sont chauffés, les Australiens. Ils ont fait ça sur la Gold Coast, qui n'est pas un endroit de saut habituel. C'est beaucoup plus facile d'organiser ce genre d'événement sur une drop zone, en fait. Les drop zones sont des centres qui accueillent cette activité régulièrement. Et là, donc, non, ils ont décidé que ce serait plus joli sur la Gold Coast. Ils ont eu complètement raison. C'était fou, ce paysage. D'ailleurs, c'était même difficile de rester concentré dans notre saut. Il ne faut pas le regarder. Incroyable, c'était magnifique. Et du coup, donc, les zones de posée alternatives, elles étaient rigolotes. Ils ont carrément fait un petit film pour nous dire, alors attention, si vous n'arrivez pas à revenir sur la zone de posée qui était prévue, qui était un terrain de football, je crois, américain, un truc comme ça. Un terrain de rugby, je crois. Terrain de rugby, enfin, assez grand. Mais c'est vrai que si jamais on est largué un petit peu plus loin que prévu, ou si on a un problème avec... Oui, parce qu'à 10 secondes, l'avion, il fait 400 km/h. Hein. Voilà. Donc au final, on peut se retrouver à ne pas pouvoir rentrer sur la drop zone. Et là, c'était trop rigolo. Donc alors attention, il ne faut pas aller dans les petits canaux parce que c'est une cité lacustre à côté. Donc il ne faut pas aller dans les canaux parce que des fois, il y a des bull sharks. Non, des requins. Des requins. Wow. Des fois, il y a des requins. Après, il ne faut pas aller dans telle forêt parce qu'il peut y avoir des bêtes. Enfin, en Australie, il y a plein de bêtes Bien sûr. dangereuses. Il y avait les crocodiles aussi, hein. Je ne sais plus où c'était. Oui, il y avait une espèce de marécage. Il y avait... Mais je veux savoir, des deux, qu'est-ce qui te flippe le plus? De quoi, en sautant? Non, des animaux. Ah! Ça dépend, on n'a pas les mêmes bêtes. Ça dépend lesquels. Ouais. Moi, j'aime pas les serpents. Les serpents, oui, c'est Moi non plus. Ouais. Je voudrais qu'on regarde ces images et vous nous dites où c'est. Ça, c'est quoi, Polynésie? Oh là là, ça c'est Polynésie, ouais. En Polynésie, on a eu l'occasion de sauter sur Moorea, la petite île à côté de Tahiti, et Bora Bora. Et c'était juste fantastique. Donc on a un ancien vidéoman et ami qui est allé s'installer là-bas, qui a ouvert Skydive Tahiti. Et donc il nous a fait ce cadeau de nous emmener sauter de son petit avion. Il fait quelle altitude là-bas quand on est à 4000 mètres? Quelle altitude? Pardon, quelle température? Oh, il fait bon. Non, mais on perd 5 chaud, ou 6 degrés tous les 1000 mètres. Mais là, étrangement, je pense qu'à Tahiti, il fait quasiment la même température partout. Ouais, c'était... Oh, il faisait vraiment très bon. Hein. Ça fait juste un petit air plus frais, donc c'est agréable. C'est un peu comme un petit coup de clim. Ça, c'est où? Ça, c'est Marseille. Ah, exact. Marseille, avec le vieux port qu'on voit en arrière-plan, là. C'était magnifique aussi. Ça, c'est récent. C'était début octobre. C'était justement pour le projet 4D. Et c'est où? C'était donc Marseille et Lyon. Ah. C'est les 2 sites sur lesquels d'accord, tout ça, ok. Ça, ce type d'avion? Ça, c'est l'avion qu'on appelle le Hercule, le C-130, qui est un avion normalement exclusivement militaire. Et on a eu l'occasion d'en sauter. On saute par l'arrière, là? On voit la trappe, là? Ou on saute par une porte sur le côté? Non, là, c'est la trappe. C'est la trappe arrière qui se soulève. Et donc, on tient tous debout dans l'avion. On peut partir en courant. Ouais. Donc ça, c'est vraiment génial. Waouh, Kéops, Kefren, Mekerinos. Ouais. Kefren, celle-ci, ouais. Et on se pose au pied de Kefren, un peu plus loin, on ne voit pas, mais il y a des petits tapis. Et on se pose sur les petits tapis qui sont juste au pied de ces géants. On a le droit de sauter comme ça n'importe où? Pas du tout. On ne sait absolument pas comment c'est possible d'avoir eu les autorisations pour sauter sur cette merveille du monde. C'est incroyable. Là encore, les pyramides égyptiennes. Un privilège absolu, oui, de pouvoir sauter là-bas. Et quand vous sautez, là, c'est vraiment pour le kiff ou c'est des compètes? Non, non, là, c'était le plaisir. Ouais, en fait, c'est Skydive Egypt qui nous a invités. Skydive Egypt n'ont pas une activité à l'année.
En fait, ils essaient de faire pression avec le gouvernement pour qu'il leur autorise à avoir une activité justement civile. Pour l'instant, on ne peut même pas voler en Égypte. Donc, ils ont convenu avec les militaires d'avoir une petite fenêtre 3-4 jours par an, de sauter au-dessus des pyramides pour justement prouver au gouvernement, regardez, c'est magnifique, le monde entier adore. Donc, reconnaissez que c'est un sport qui est sympa et laissez-nous ouvrir un parc. Et si là, je veux bien revoir la photo. Là, on est à quoi là? On est à plus de 2000, là, hein? Facile, là, non? Alors, là. Oui, alors celle-ci, elle est un petit peu zoomée. On est parti à 4000 mètres. Le problème, c'est le réglage photographe. On est peut-être très très haut, c'est juste qu'on a une impression. D'accord. On a une impression qu'on est bas, mais on est quand même très haut. Vous le disiez, 45 secondes de chute libre, grosso modo? Non, un peu plus. Là, les 45 secondes, c'est le timing qu'on a à la fenêtre pour créer notre libre en compétition. Mais sinon, on est plutôt sur entre 50 et 55 secondes de chute libre. La vitesse? Alors nous, dans notre discipline, en fait, comme on est droit, on a moins de surface qui nous freine. Donc on va plus vite que les gens qui sont à plat ventre. Donc à plat ventre, on convient à peu près qu'on est sur du 200 km/h à peu près. Donc nous, on doit être sur du 230, 250. Wow. On peut faire des pointes à 280. Ça, c'est où? Magnifique. Ça, c'est au cœur de l'Australie. C'est le rocher Ayers Rock qui s'appelle Uluru en langage aborigène. Et c'était juste incroyable. On a pu fêter notre titre. En fait, c'était juste après notre titre. On a eu l'opportunité d'aller sauter. Ouais, je vois bien que vous l'avez bien fêté, là. On voit bien. Vous pouvez regarder si je peux me permettre de raconter l'anecdote très rapidement, vous verrez si vous la gardez ou pas. Alors, l'anecdote de ce saut-là, j'étais allé, moi, 15 ans auparavant en Australie, et j'étais déjà passé par Ayers Rock. Pour sauter? Non, en voyage. Et j'avais vu ce caillou mythique, qui est l'emblème australien, magnifique. Et j'avais prévu, à un moment donné, dans le voyage qu'on allait faire en Australie, après le championnat du monde, on avait prévu de rester 3 semaines en plus là-bas. Donc j'avais prévu qu'on y passe de toute façon, et j'avais en tête d'essayer de soudoyer un pilote d'hélico ou d'avion pour qu'il nous lâche un petit peu à la sauvage comme ça pour essayer de faire un saut. Et en fait, on n'a pas eu à faire ça parce que pendant qu'on faisait le championnat du monde, il y a eu beaucoup de gens bénévoles pendant ce championnat du monde, et un des chauffeurs de bus qui nous amenait à l'avion à chaque fois était le propriétaire de la drop zone, parce qu'entre-temps, ils ont créé une drop zone là-bas, à Skydive Uluru. Ouais. Et il nous a dit, vos combinaisons sont absolument fantastiques, puisqu'il a vu que c'était justement pour faire un hommage aux aborigènes. Donc si vous avez le temps dans votre voyage, je vous invite à venir sauter au-dessus. Donc c'était OK, tombé du ciel. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait faire. Donc c'est une belle histoire. Il y a un projet que ça devienne une discipline olympique? Alors, 2028, on parle de... Oui, alors là, ce serait plutôt pour le vol indoor. Donc, Et on va en parler du vol indoor. Ouais. Oui, oui, alors c'était plus moi qui avais prévu d'en parler. Ah oui, on a une belle vidéo aussi. C'est juste que voilà, pour le projet olympique, évidemment, on ne va pas lâcher, parce que tous les sports rêvent d'atteindre le niveau de pouvoir représenter aussi bien leur sport qu'amener aussi leurs athlètes à devenir à faire des Olympiades. Et on voit ce que c'est les vols indoor. Hein. Ça, c'est où d'ailleurs? Alors ça, c'est la plus grande soufflerie du monde qui a ouvert en janvier à Abu Dhabi. Ok, donc ça, c'est pas la discipline réglementaire sur lesquelles on fait des compétitions. Hein. Non, mais ça serait effectivement sous ce genre de simulateur. Alors celui-ci est vraiment énorme. Hein. Donc celui-ci fait 10 mètres de large sur 32 mètres de haut. C'est un monstre. Mais du coup, on peut faire à peu près n'importe quoi dedans. Pour nous, c'est une aire de jeu sans fin. C'était vraiment génial d'avoir l'opportunité. Mais là, ça monte à combien là? 32 mètres. C'est génial. Expliquez-moi, parce que c'est la même chose, le même ressenti que quand on est à 230 km/h et qu'on est en chute libre? Sur le corps, c'est la même chose, mais c'est vrai qu'on n'est plus en train de traverser des nuages ou se rapprocher du sol. On peut juste s'amuser justement à se concentrer sur soi et augmenter ses aptitudes individuelles. Pour moi, en fait, ça c'est un énorme terrain de jeu, en ce sens que c'est vrai que quand on est dans le ciel, on peut faire ce qu'on veut, on a la liberté de ne pas rencontrer de mur, contrairement à la soufflerie où on est quand même entre des parois de verre ou de plexiglas. Ouais. Mais celle-ci particulièrement, en fait, nous permet tellement de jouer avec le décor, c'est-à-dire que normalement en chute libre, soit on freine ou soit on accélère, mais quoi qu'il arrive, on descend. Et là, en fait, quand on freine, ça nous fait remonter. Donc on a le visuel, on a le visuel qui change et en fait on peut monter ou descendre dans une pièce. Et c'est ça qui est fou en fait. Quel kiff quoi. Ah oui, c'est complètement, là on défie complètement les lois de l'humanité quoi. On a vu plusieurs parachutistes se tenir et passer au milieu. Si on se percute, il se passe quoi? Ça peut faire mal. Faut pas se rater.
Oui, alors une idée originale de Karine d'ailleurs. On a créé oui, deux anneaux, 2 groupes de 8 qui se tenaient les mains pour faire justement un référentiel des anneaux dans lesquels passer. Après, tous les gens qui étaient dans la soufflerie à ce moment-là sont des experts confirmés, donc il n'y a pas vraiment de grosse prise de risque. Ça en vient d'ailleurs au record du monde qu'on fait à chaque fois. C'est à chaque fois les meilleurs qui se rassemblent pour essayer de faire une performance. La prise de risque est quand même vraiment limitée. Mais c'est vrai que justement, en fait, on n'est pas nombreux à passer dans ces cercles parce qu'il y en a qui ne se sentaient pas de le faire et qui préféraient faire la base de l'anneau. Et après, ceux qui avaient le plus d'expérience, dont nous, on s'amusait à passer dedans. Alors aujourd'hui, il y a combien de centres comme ça en France? Alors attention, les centres en France, c'est beaucoup plus petit. Hein. Alors oui, c'est du 14 pieds. Oui, alors c'est 4,30 m. Alors on approche la dizaine maintenant. 4,30 m de diamètre. De diamètre, oui. Et c'est une quinzaine de mètres de haut, entre 12 et 15 mètres. Donc maintenant, on approche la dizaine de nombre de souffleries qu'il y a en France, ce qui est énorme, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait que Aerocart. Oui. 2003-2004, c'était seulement Aerocart Argenteuil. Et donc bien sûr, ça se développe. Aujourd'hui, on a plus de 300 souffleries dans le monde. Et on estime avoir fait voler 3 millions d'êtres humains qui sont passés dans ces souffleries-là. C'est pour ça aussi que ça nous aide à faire passer ça en projet olympique, puisque ce serait un sport justement qui serait en pleine explosion et qui serait aussi spectaculaire que la chute libre. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut le voir en live. On peut être assis à 1 mètre seulement des performeurs. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils nous ramènent la vidéo. Quel est le risque en soufflerie comme ça? On peut aller percuter? C'est des murs de verre? Oui, bien sûr. Non, on peut se faire mal, mais c'est surtout dans l'apprentissage. Ça va être dans les 15-20 premières heures. Mais si moi j'y vais ce week-end, ne me parle pas de 15 ou 20 heures. Non, vous êtes bien encadré. Oui, on est encadré complètement. Il n'y a aucun risque. Justement, c'est une discipline qui est pour le coup suffisamment vieille maintenant. On a écarté, on a une formation très précise des moniteurs et il n'y a plus aucun risque du tout. C'est ouvert de 5 ans à 100 ans. Il n'y a aucun problème, tout le monde peut y aller. Vous travaillez également sur un projet de vol en 4D. Qui en parle? Ah, mais non, j'ai de la chance. Alors oui, le projet en 4D, du coup, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont soumises au secret. Ce que je peux dire, c'est que ça sera forcément une première mondiale parce que, comme on le comprend, c'est pouvoir vivre en réalité virtuelle en étant quand même en chute libre, en soufflerie, quelque chose. Mais bon, là, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'on a fait les sauts sur Marseille, on n'a pas encore pu faire les sauts sur Lyon, mais vous saurez bientôt ce que c'est. Ce sera une première mondiale en tout cas. Le cinéma parfois fait appel à vous pour des cascades ou des choses, des trucs ou pas encore? Oui. Alors j'ai eu l'occasion de doubler Sandrine Kiberlin pour le film Mon bébé. D'accord. Après, donc, on a fait pas mal de rush. Au final, ils ont utilisé un passage assez court. Mais bon, c'était en tout cas une expérience très chouette. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir faire plus de stunts pour la télé française, même pour des séries. Et c'est beaucoup développé aux États-Unis, un peu moins en France. Je pense que les Français ont encore un petit peu cette idée que le parachutisme est un peu un truc de fou dingue et que c'est dangereux, alors qu'au final, aujourd'hui, c'est tellement sécurisé. On a tellement du matériel performant, on a tellement d'expérience. Vous êtes champion du monde. Moi, je suis championne du monde. Mais c'est vrai que ça a encore cette... les gens ont la dent dure avec le parachutisme. Et c'est bien dommage parce que je vous invite à vous rapprocher de ce sport magnifique qui n'est plus du tout un truc de casse-cou. Ouais, vous êtes comme un oiseau, quoi. Vous volez, voile ouverte ou fermée, mais vous volez. Ça reste de la sensation forte, c'est sûr, mais c'est ça qui fait que c'est génial. J'ai 2 petites questions. Les records du monde, là où je ne sais plus à combien, il était à 7000 et quelques mètres, 7620 mètres, où il y a un gars qui saute d'un avion, 7620 mètres, sans parachute, avec un grand filet de 30 mètres. Donc 30 mètres, c'est immense, mais minuscule quand on arrive à plus de 250 km/h de 7000 mètres. C'est chaud, ça, c'est dur, ça vous tente? Ou tu te dis, non merci? Pourquoi pas? Non, je pense que c'est réalisable. Évidemment, ça fait hyper impressionnant comme ça, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça s'apprivoise en fait petit à petit. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes avant dont on n'est pas au courant. Et le résultat est très impressionnant, mais je pense que c'est tout à fait apprivoisable. Et moi, ça me brancherait des trucs comme ça. Et l'Américain qui a sauté de je ne sais plus combien de dizaines de kilomètres là, dans l'atmosphère? Vous vous souvenez de ça? Félix Baumgartner. Exact, Baumgartner. Et puis il y a des dirigeants de Google aussi qui l'a fait 2 ans plus tard. Il a sauté de combien? Alors Google, c'était 40 000 mètres. 41 000 mètres, oui, et Félix Baumgartner, je crois que c'était 39 000 mètres. Alors ça, c'est quelque chose qui me tenterait moins,
pour le coup, parce que je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais justement on voit Félix qui perd un peu le contrôle de son corps, parce qu'en fait plus on monte, moins l'air est porteur, plus il est fin, et du coup en fait on n'a pas les appuis qu'on a normalement nous en chute libre à 4000 mètres, on est sur du solide en fait, on est sur du coussin d'air, c'est vraiment palpable. C'est ça qui fait que c'est génial, on n'est pas en train de chuter dans le vide. Et pourquoi ça ne te tenterait pas, un record comme ça? Ouais, parce que quand on part en autoroute, on appelle ça, et qu'on ne peut pas vraiment rétablir parce qu'on n'a pas... Oui, puis là il n'est plus à 250 km/h. Hein, Oui, non, là, ça envoie. Et au final, je pense que ça ne doit pas être très agréable à vivre. Karine, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Merci Greg. Merci. Je veux juste savoir quand même qui a le plus mauvais caractère des deux. Ça dépend des fois. Ça dépend si c'est l'heure de manger. Oui, non, ça dépend, c'est vrai. Eh ben, écoutez, continuez, faites-nous rêver. Et puis, moi, j'encourage tout le monde, si vous avez la possibilité, d'aller faire 1, 2 ou plus de sauts en parachute, parce que c'est une discipline qui est juste exceptionnelle. À bientôt, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Victoire Éternelle. Salut.